Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de la présente édition, les entretiens Giscard d'Estaing-Schmitt, M. Michel Debré au Club de la Presse, une visite en compagnie de Charles Aznavour dans sa maison en Suisse, Milan-San Remo cycliste remporté par Gavazzi devant Saroni et un tiercé mouvementé dont l'ordre d'arrivée est 10-6-1 d'Elny l'Avenir Pinot. Nous commencerons par la marée noire du Tagno, bilan actuel infiniment préoccupant, 70 km de côtes polluées et il faudra de 3 semaines à 2 mois pour les nettoyer. De plus, on vient d'apprendre en Bretagne que le procès de la Mococadis ne sera pas terminé avant plusieurs années encore, ce qui peut repousser les indemnités. La Mococadis, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, le 16 mars 78. Nous nous sommes rendus à Port-Salle, dans le Finistère, le village au large duquel le pétrolier de sinistre mémoire s'était échoué, et l'impression peut se résumer d'un mot, le coupable, en l'espèce le pétrole, revient toujours sur les lieux du crime. Nous sommes ici sur l'une des plages de Port-Salle. En face, c'est le large avec ses cailloux. Vous le constatez, plus d'Amococadis, sa silhouette s'est enfoncée dans les flots. Bref, la mer est propre, la plage est blanche, tout comme les mouettes, donc tout va pour le mieux. Tout va bien sauf si la curiosité vous conduit à creuser dans le sol de la plage. À partir de 20 ou 30 cm, en effet, le sable devient plus gris et l'eau qui suinte se tache très vite de traînées d'huile. Oh, bien sûr, les irisations sont discrètes, mais elles sont là, personne ne peut le nier. Ces traces d'encre, d'ailleurs, ont poissé non seulement le sol, sans doute pour longtemps, mais aussi le cœur de certains habitants. Oh, ce n'est pas qu'un mauvais souvenir, hein. Parce que le pétrole, il est là toujours. Quand il y a des tempêtes, par exemple, des tempêtes avec les grandes marées, le port, l'eau dans le port a la couleur du café. Vous trouvez que la pêche est meilleure ou... Oh non. C'est moins bon qu'avant? Ah oui, c'est moins bon qu'avant, oui. Vous êtes toujours aujourd'hui encore extrêmement blessé par cet échouement. Oh oui, alors. Blessé, oui. Pour beaucoup, il y a sûrement un sentiment de... Il y a une blessure aussi qui est profonde, mais on ne le dit pas, quoi. Comment vous dire ça? Il y a un genre de fatalisme, peut-être, quoi. Et de refus d'en parler, même chez certaines personnes. Elles disent, après tout, maintenant, c'est propre. Bon, on se tait avec ça. Des naufrages, on en a vu, on ne peut pas les compter. Les roches de Port-Salle, elles ont pas mal de carcasses de bateaux, là, dans le fond. Quand on était jeune, on s'est battu avec des oranges sur le port, là. Il y a des oranges plein la mer, là. C'est un bateau. C'était un peu plus agréable que le pétrole. Tout ça arrive parce que la technique qu'on se permet de faire circuler sur terre, sur mer, partout, n'est pas maîtrisée au niveau des pépins. Quand il y a des pépins, c'est absolument pas maîtrisé. Pourvu que ça rapporte du fric, qu'il y ait beaucoup d'argent rentré dans les caisses de certaines personnes, tant pis si on emmerde les autres dans le pétrole. Nucléaire, une manifestation de soutien aux gens de Plogoff a rassemblé aujourd'hui, selon les organisateurs, une foule de 25 à 30 000 personnes qui ont effectué à pied les 5 km séparant le bourg de Plogoff de la pointe du Raz. Et demain, le journal d'Antenne du Midi aura pour invité Annie Carval, présidente des comités de défense de Plogoff. Autour d'elle, on parlera des enquêtes d'utilité publique, de la réaction des habitants de Plogoff et plus généralement du nucléaire. Le maréchal Tito lutte toujours contre la mort à l'hôpital de Ljubljana. Ses médecins disaient qu'il ne résisterait sans doute pas au-delà du week-end. Or, selon le bulletin de santé d'aujourd'hui, la détérioration de l'état du cœur a pu être freinée. On dit à Belgrade que c'est miraculeux, mais l'état du président yougoslave demeure d'une exceptionnelle gravité. Iran, le président de la République, Bani Sadr, dit qu'il se pourrait que l'on annule les élections tellement, à son avis, il y aurait eu d'irrégularités. Aux États-Unis, la course à la Maison-Blanche se décante. Chez les démocrates, la tendance est de plus en plus en faveur du président Carter face à Edward Kennedy. Et au Parti républicain, l'ex-président Gerald Ford ne se présente plus. Selon toute vraisemblance, c'est donc M. Ronald Reagan qui sera opposé, lui républicain, à Jimmy Carter, démocrate. À Hambourg, arrivé en fin d'après-midi de Valéry Giscard d'Estaing pour des entretiens avec le chancelier Helmut Schmidt. Sur place, notre représentant permanent en Allemagne fédérale, Michel Meyer. À vous, Hambourg. Helmut Schmidt, coiffé de son habituelle casquette de pêcheur, car il fait très froid ce soir ici, attend un ami plus qu'un chef d'État.
Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier allemand tiennent en effet au côté informel de leur rencontre, sans conseiller, sans fonctionnaire. Helmut Schmidt le confirmera d'ailleurs en disant son plaisir d'accueillir une deuxième fois son ami Valéry Giscard d'Estaing à son domicile de Hambourg. Il s'agit en effet d'une visite, vous le voyez, sans formalité, que je rends au chancelier de l'Allemagne fédérale pour que nous échangions nos réflexions sur l'état de la situation internationale, à la lumière notamment des voyages que nous avons accomplis l'un et l'autre. Le voyage du chancelier aux États-Unis d'Amérique et le voyage que j'ai accompli dans un certain nombre de pays du Proche-Orient. En même temps, nous échangerons nos réflexions sur les prochaines échéances européennes et sur les conditions dans lesquelles se prépare actuellement le prochain Conseil européen de Bruxelles. Le but de cette rencontre sera donc de recadrer, si je puis dire, le rôle de l'Europe dans une crise caractérisée par une véritable partie de bras de fer entre les deux grandes puissances, une partie de bras de fer que l'on juge ici un peu puérile et dangereuse. Dangereuse notamment pour les Allemands, car on ne peut pas oublier qu'ici à Hambourg, on est à quelques 60 km seulement de la frontière avec l'Est, de l'armée rouge en quelque sorte, et que l'Allemagne fédérale offre quelques 6000 objectifs aux fusées nucléaires de l'Union soviétique. Alors l'intérêt de Bonn est de trouver avec Paris une formule, une façon de détendre l'atmosphère, sans espérer bien entendu retrouver la fameuse détente dont on parle depuis 10-15 ans. Alors pour cela, il s'agira de jouer les atouts de l'Europe. Et les atouts de l'Europe, c'est notamment du côté allemand la possession d'un carnet de chèques qui permettra à l'Allemagne fédérale d'aider la Turquie, de stabiliser ce pays, et à la France une certaine dextérité diplomatique qui permettra aux diplomates français de renouer avec un certain nombre de pays arabes et de défendre auprès de ces pays arabes et d'autres pays non alignés la cause de l'Europe. Alors en filigrane se dessine déjà une sorte de politique étrangère européenne, une politique étrangère qui serait beaucoup plus complète si bien entendu les Anglais se mettaient également de la partie. Et là encore, un thème de discussion, l'attitude de Mme Thatcher, qui n'est pas très coopérative en matière de budget communautaire, en matière de marché commun agricole, et j'ai l'impression qu'au dessert, on parlera beaucoup de l'attitude britannique et de ce qu'il faudra en penser et de ce qu'il faudra en faire à la fin du mois lors de la rencontre au sommet de Bruxelles. À Paris, M. Michel Debré, ancien Premier ministre, a été reçu aujourd'hui au Club de la presse d'Europe numéro 1. La presque totalité de ce qu'il a dit, tant en politique étrangère qu'intérieure, montre qu'il se prépare à l'éventualité d'être candidat à l'élection présidentielle de 1981, et cela sans abandonner son langage de rigueur sur le plan économique, le seul, affirme M. Debré, qui convienne à l'honnêteté. Ma décision dépendra des circonstances et de ma réflexion. Cela dit, il est vrai, quand je regarde les années qui viennent, dont j'ai parlé tout à l'heure, que je sais qu'elles ne seront pas les années heureuses qui ont suivi 1960 malgré les épreuves, et qu'elles ne doivent pas être les années difficiles qui ont suivi l'année 1970, il me semble qu'il faut que les Français soient juges. Il faut éviter, me semble-t-il, que ce recours au suffrage universel soit de nouveau fait d'un jeu d'apparence. Quels sont les faits qu'il faut prendre en compte? Quels sont les objectifs qu'il convient de se fixer? Et quelle est l'action qu'il faut mener? Ces problèmes, ce sont les vrais problèmes. M. Jacques Chirac, aux assises régionales de l'Île-de-France du RPR, a lancé un appel à tous les militants de la formation gaulliste pour qu'ils se tiennent prêts à s'engager, a-t-il dit, dans la bataille des élections présidentielles. M. Chirac répondra demain aux questions de Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, dont il sera, vous le savez, l'invité à 20h30 à Cartes sur table, une rencontre sur notre plateau qui s'annonce par conséquent comme un événement politique très important. Cette élection cantonale partielle avait lieu aujourd'hui en France, dont 3 seconds tours. Nous y reviendrons à 23h, entre autres, pour juger à travers les chiffres de la qualité des reports de voix entre Parti communiste et Parti socialiste. Jacques Blanc, secrétaire général du Parti républicain, a dit à Jouy-en-Josas, aux travaux de la première université de son mouvement en Île-de-France, depuis 6 mois, les cantonales partielles montrent le recul sensible des voix de l'opposition. Il y a du vague à l'âme dans les roseraies socialistes
et une proportion grandissante de socialistes qui répugnent à voter pour les communistes. C'est nos candidats, dit M. Blanc, qui sont le mieux placés pour recueillir les suffrages des électeurs qui s'aperçoivent que l'Union socialo-communiste n'est qu'une dangereuse illusion. Fin de citation. À propos de la controverse entre M. Marchais et l'Express, M. Poniatowski a explicité ce qu'il avait dit à Antenne 2 lundi dernier. Il s'est défendu d'être l'avocat du secrétaire général du Parti communiste. Je me suis situé, dit-il, au niveau du fonctionnement de la démocratie. Je déplore les torrents de boue qui coulent à chaque élection présidentielle. Rappelant les exemples de M. Pompidou et de M. Mitterrand, bassement attaqués naguère, M. Poniatowski craint que l'on arrive à 1981 en haillons et en lambeaux, et il a conclu « Nous ne pouvons pas être une démocratie de petits dossiers ». Et M. Marchais, pour revenir à lui, a reçu aujourd'hui un télégramme de M. Berlinguer, son homologue italien, qui se dit indigné, je cite, de la campagne calomnieuse déchaînée contre le secrétaire général du Parti communiste français. Aux États-Unis, nous avons rendez-vous avec des dames. Elles sont jeunes, elles portent l'uniforme, ce sont des femmes soldats, ce qui ne va pas sans soulever quelques problèmes. Un reportage de Jacques Séqui. Les baskets remplacent parfois les godillots dans l'armée américaine, car selon la formule, les pieds de fantassins sont l'objet de soins attentifs. Des fantassins qui s'appellent parfois Barbara, Lucie ou Jane. Jeunes femmes qui ont choisi le métier des armes aux côtés des hommes, en qui, depuis le dieu Mars, on voyait les détenteurs exclusifs de cette vocation. Dans les camps d'entraînement, il a donc fallu remédier au problème des chaussures qui blessent les pieds plus délicats des femmes soldats, qui n'ont d'ailleurs pas seulement que ce problème à résoudre. C'est difficile, mais ça n'est pas impossible. Mais je ne crois pas, dit cette ancienne dactylo, que les femmes soient faites pour la guerre. Il y a d'autres secteurs dans l'armée où elles peuvent exprimer leurs possibilités. Les femmes doivent-elles faire la guerre? La question, en tout cas, fait l'objet de controverses aux États-Unis où, d'autre part, on a pu constater qu'elles ne sont pas seules à souffrir de l'entraînement martial. Vous me demandez mon avis personnel, dit le colonel. Eh bien, pour moi, les femmes seront toujours des femmes. Mais quand il s'agit de soldats, eh bien, je les traite comme des soldats. Il y a 130 000 femmes dans l'armée américaine, 8% des effectifs, et on prévoit qu'elles seront 250 000 dans 5 ans. Cet afflux féminin s'est manifesté dès la fin des années 60, avec le déclin du taux des naissances, avec la suppression du service obligatoire. Moins de naissances, moins de futurs soldats masculins, moins de volontaires, il fallait donc trouver une solution. Les ligues féministes sont pour leur part opposées au service obligatoire pour tous, envisagé par Jimmy Carter. Il faut d'abord, disent-elles, que nous obtenions l'égalité totale dans d'autres domaines. Ce programme ici est très difficile pour les femmes. C'est bon pour les hommes, pour les femmes, c'est très difficile. Let go! Let go! Let go! Let go! Let go! Let go! Difficile, mais avec toutefois égalité totale sur le parcours du combattant. Mais le Pentagone, le ministère de la Défense, qui a du mal à recruter les 225 000 soldats dont il a besoin chaque année, affirme que ces femmes soldats ont un quotient intellectuel supérieur à celui des hommes. Aux candidates, on demande plus en qualité morale, alors que les hommes doivent simplement présenter un casier judiciaire vierge. Le jeune fantassin affirme pour sa part qu'il ne faut pas plaisanter avec la discipline, car les règles sont strictes. Plutôt, il y a des règles très strictes, et alors si vous cassez les règles, il y a des grandes conséquences. En clair, peut-on interdire le harcèlement sexuel dans un bataillon? Les femmes soldats américaines, après les premières périodes de flottement, ont gagné sur ce plan. Elles ne sont plus perçues comme l'objet sexuel. Mais on dit que les épouses des sergents ne sont pas tout à fait rassurées. Le coup de feu peut-il remplacer le coup de foudre? Parler de personnes âgées, c'est hélas souvent attristant. On manque d'argent,
la solitude, la maladie, l'hospitalisation, etc. Or, pour une fois, nous pouvons en parler gaiement et vous allez suivre maintenant un merveilleux témoignage d'espoir, celui d'une dame de 73 ans véritablement ressuscitée pour la vie sociale et que Martine Alain Regnault a découverte en tant que patiente dans un film destiné à l'enseignement médical. Cette charmante dame était accompagnée du médecin qui lui a appris à revivre et vous serez surpris et je crois ravis en voyant ce dont elle est capable aujourd'hui. Regardez comme elle nage bien. Cette femme a aujourd'hui 73 ans. Il y a un an, non seulement elle ne savait pas nager, mais elle était presque grabataire. Présentant une série de troubles qui l'empêchaient de sortir, de traverser une rue sans aide, elle était à la limite de ne plus pouvoir vivre seule. Elle avait tout. Des vertiges, des maux de tête, des crampes dans les jambes, des troubles de mémoire, tels qu'elle restait prostrée dans un fauteuil et qu'on envisageait de la placer dans un établissement. Mais brutalement, sa vie a changé. Elle a appris à nager, elle sort, et ceci par la volonté d'un médecin généraliste qui a décidé de ne pas croire à la fatalité. Il a fait le tri entre les troubles vrais qui sont irrémédiables, ceux qui sont arrangeables et les maux imaginaires. Et il a gagné. Non seulement elle nage, mais elle fait du vélo. Aujourd'hui, elle ne présente plus un seul trouble majeur. Tout a disparu. Elle a retrouvé le goût de vivre et découvert la passion du sport. Elle est venue en témoigner à Antenne 2, accompagnée de son médecin, pour que l'on comprenne que ceci est bien réel, mais aussi que beaucoup d'autres personnes âgées pourraient parvenir à de telles performances si elles et leurs médecins voulaient bien y croire. Écoutez-les. Je me suis donc lancée dans les activités sportives avec les groupes des clubs du 3e âge dans le 13e arrondissement et je les ai suivis et au bout de quelques mois, c'est-à-dire j'ai senti une amélioration au bout de 7-8 mois. Mais dans l'ensemble de toutes les activités. Vous avez des obstacles, évidemment, mais j'y vais de l'avant. Bravo, madame. Le mois prochain, Charles Aznavour présentera à Paris son nouveau tour de chant. Un ensemble de chansons qu'il a voulu autobiographique. Peut-être est-ce le désir au milieu du chemin de la vie de faire le point, de se raconter comme dans un livre. Pour Georges Bégou, il a ouvert les portes de sa maison, dans les environs de Genève, une maison où le grand chanteur vit et travaille, comme il aime à le faire, en famille. Quand les fins de mois étaient difficiles, quand il faisait froid, que le pain manquait, on allait souvent honteux et fébriles au mont de piété où l'on engalait un vieux samovar, des choses futiles, objet du passé auquel on tenait. Bonjour. Bonjour. Moi, ça, c'est la maison familiale. Il y a les enfants, les trois. Il y a le petit voisin, quand ils sont pas 2 ou 3. Il y a le chien, la chienne et puis les chiens du voisinage. Enfin, la porte est ouverte toujours, on rentre. Mais c'est la première fois que la télévision rentre. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes en Suisse? Je suis venu en Suisse en 1972, ça fait presque 8 ans. Vous êtes presque intégré à la vie du pays. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour vous serez totalement suisse? Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire être totalement suisse? Je sais pas, avoir un passeport par exemple. Non, je quitterai pas mon passeport français. Ça non, j'ai failli ne pas avoir de passeport dans ma vie. Hein. Alors, mes parents avaient un passeport Nansen pour commencer. Alors, quand on a failli ne pas avoir de passeport et qu'on en a un, on ne le quitte jamais. Viens, mon choucou, viens. Viens, viens, viens. Voilà. Je me mets au piano, j'allume mes rythmes, je m'allume l'orgue. Je me laisse aller au rythme et à la mélodie qui suit. Enfin, juste, je suis mes doigts. Ça peut durer des heures, ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, où rien ne vient. Puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. 3 notes me donnent l'envie de dire 2 ou 3 mots, et je me mets au travail. Ça aussi, c'est le métier. Ça fait partie des...
je dirais des obligations qui ne sont pas désagréables d'ailleurs. C'est pas parce qu'on aime savoir en photo, c'est parce que finalement, si on n'avait pas tout ça, on n'aurait aucune des choses publicitaires dont nous avons besoin. Parce qu'en fait, on a besoin de publicité. On ne remplit pas une salle en se disant, on met juste mon nom, une ligne dans un journal, puis c'est fini, c'est pas vrai. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut avoir de l'argent pour pouvoir se payer le luxe de faire ce qu'on a envie de faire, et non pas se payer le luxe de ne rien faire. Alors un amateur dans la chanson, c'est soit un monsieur qui ne fait pas son métier d'une manière professionnelle, soit quelqu'un qui aime la chanson. Moi j'aime la chanson, j'aime mon métier, je suis un grand amateur de mon métier, tout en étant très professionnel. J'ai ouvert les yeux sur un meublé triste. Oui, monsieur le prince, au quartier latin, dans un milieu de chanteurs et d'artistes qui avaient un passé pas de lendemain, des gens merveilleux, un peu fantaisistes, qui parlaient le russe et puis l'arménien. Mais là, pour la première fois, je me suis vraiment chanté moi-même. J'ai été chercher au plus profond de moi-même pour dire ce que j'avais envie de dire. Ça vaut mieux que d'écrire un livre pour un chanteur. Bon, j'avais fait un livre d'autobiographie. Je trouve plus amusant de faire une chanson autobiographique, mais véritable. On parlait de ceux morts près du Bosphore, buvaient à la vie, buvaient aux copains. Les femmes pleuraient et jusqu'aux aurores, les hommes chantaient quelques vieux refrains qui venaient de loin, du fond d'un folklore où vivait la mort, l'amour et le vin. Charles Aznavour sera l'invité d'Antenne de Midi le 8 avril, retenez bien la date. Sport, on disputait aujourd'hui en cyclisme Milan-San Remo, l'une des plus grandes courses classiques de ville à ville de toute l'année. Deux des coureurs les plus connus du peloton ont pris des accessites, puisque Saroni finit deuxième et Raas troisième, mais ils sont battus par quelqu'un que l'on n'attendait pas tout à fait. Voici l'arrivée. Michel Pollentier, que nous voyons ici, a tenté une échappée à quelques kilomètres de l'arrivée. Auparavant, un autre Belge, Van den Broek, avait tenté lui aussi de se détacher. Les Belges, après Eddy Merckx et De Vlaminck, qui cherchaient d'ailleurs une 4e victoire dans cette Primavera, les Belges étaient bien partis pour écarter les Italiens une nouvelle fois de la victoire, cette victoire qui leur échappe régulièrement depuis celle de Gimondi en 74. Mais Pollentier ne réussira pas son coup et sous la flamme rouge, 1 kilomètre de l'arrivée, il est rejoint par le peloton, un peloton dans lequel on retrouve Luberding, Jan Raas, le champion du monde, Moser, Saroni, De Vlaminck et Pierino Gavazzi, champion d'Italie en 78. Pierino Gavazzi sur la droite de l'écran. L'arrivée va se faire évidemment au sprint et 3 hommes vont terminer ensemble sur la ligne d'arrivée que l'on ne verra d'ailleurs pas. Et Gavazzi va s'imposer d'un boyau devant Saroni, 2e, et Jan Raas, 3e. À Auteuil, la course du tiercé prix du Figaro Magazine a été disputée par terrain très lourd. Elle a été fertile en incidents. En remontant l'allée des fortifications, c'était d'abord la chute au gros Open Beach de Bussy. Puis les choses se dirigeaient vers le mur en pierre, qui n'a l'air de rien, mais qui n'est pas facile. Et Sœur Boule tombait, gênant Hyperbore, Kazakh marron et chaud. Hyperbore qui allait bien. L'Avenir se retrouvait en tête avec une belle avance, d'autant plus que le Viennois tombait au dernier obstacle de la ligne d'en face. On pensait applaudir avec l'Avenir une nouvelle fois la victoire des couleurs bleu foncé d'Oc bleu clair de Daniel Wildenstein de l'Institut, mais l'Avenir n'est à personne, a dit Victor Hugo. L'Avenir est à Dieu, et les dieux du turf firent que l'Avenir accrocha la dernière haie. Il fut donc remonté, vous le voyez, nettement aux abords du vautour par Delny, à M. Cotin, monté par Gauthier. Voici, vous voyez, hop, petite faute en se recevant au saut du dernier obstacle, et l'Avenir ne gagnera pas. Il sera 2e, premier Delny donc. La 3e place revenait à Pinot, qui remonte à la fin dans sa casaque rouge, toque clair. Primo April qui finit 4e. Je voudrais vous souligner que Pierrette Bresse avait donné hier soir ici même
le tiercé en 6 chevaux. 10-6-1 dans l'ordre 1015, ordre différent 132, ce n'est pas beaucoup, mais il y avait peu de partants. Demain, ma foi, voici le temps, il restera frais et nuageux dans l'ensemble, les températures matinales seront en baisse et on observera de faibles gelées dans l'intérieur, et dans la journée, les nuages alterneront avec des éclaircies et les températures maximales seront en légère hausse. C'est Gérard Holtz qui vous donnera vers 23 h les dernières informations de la journée. Demain, vous avez rendez-vous avec Patrick Lecoq dans Antenne 2 midi, puis ce sera le journal de 20 h, et à 20h30, 20h35, carte sur table, l'émission de Jean-Pierre Clabache et Alain Duhamel, avec comme invité Monsieur Jacques Chirac. Voilà. Bonne soirée. Merci.